La boîte semblait plus lourde qu'elle n'aurait dû. Elle était petite. Enveloppée dans un papier bleu vif. Nouée d'un ruban argenté formant une boucle parfaite. De l'autre côté du salon, elle ressemblait à n'importe quel autre cadeau d'anniversaire. Une montre? Peut-être. Ou les clés d'une voiture. Mais je savais ce qu'il y avait à l'intérieur. Ce n'était pas un cadeau. C'était un verdict. La pièce bourdonnait des sons familiers d'une fête de famille. Des rires fusaient de la cuisine où ma mère, Hélène, coupait une deuxième tournée de gâteau. Mon frère, Daniel, tenait salon près de la cheminée, racontant une histoire exagérée d'un récent voyage d'affaires. Sa voix était forte et assurée. Comme toujours. Ma femme, Sophie, se déplaçait dans la foule avec une grâce naturelle, son sourire illuminant le visage de nos amis et voisins. Elle était magnifique. Comme toujours. Et au centre de tout cela, il y avait Léo. Mon fils. 18 ans aujourd'hui. Il était entouré de ses amis. Le visage rouge de bonheur tandis qu'il déballait un autre cadeau. C'était un bon gamin. Plus que bon. Il était tout mon monde. Je lui avais appris à faire du vélo dans cette même rue. J'avais coaché son équipe de foot. Même si je ne connaissais rien au football. J'avais cumulé 2 emplois pendant 3 ans pour être sûr de pouvoir nous offrir la compte pour cette maison. Dans cette banlieue cossue de Lyon. Pour qu'il puisse aller dans le meilleur lycée du secteur. Chaque sacrifice. Chaque heure supplémentaire. C'était pour lui. Il croisa mon regard de l'autre côté de la pièce et sourit. Brandissant un nouveau jeu vidéo. Je lui rendis son sourire. Mais le mien me parut être un masque. Fin et fragile. Prêt à se fissurer. Mon cœur battait un rythme lent et lourd contre mes côtes. Un nœud de glace se formait dans mon estomac. Froid et coupant. Dans ma main. La petite boîte parfaitement emballée était une bombe à retardement. Et dans quelques minutes, j'allais la faire exploser. En plein cœur de ma propre famille. Parce que pendant 18 ans, j'avais cru que Léo était mon fils. Mon sang. Et le morceau de papier plié avec soin à l'intérieur de cette boîte était la vérité. Une seule feuille qui allait prouver que toute ma vie avait été construite sur un mensonge. Pour comprendre le poids de cette boîte. Pour comprendre le regard dans mes yeux tandis que j'observais les 3 personnes que j'aimais le plus au monde, mon fils. Ma femme. Mon frère, il faut voir la vie qu'elle était sur le point de détruire. Notre vie à Écully était une carte postale. Une belle maison d'architecte avec une grande terrasse et une balançoire accrochée au vieux chêne au fond du jardin. Nous vivions dans une rue calme et arborée où les enfants jouaient encore dehors le soir et où les voisins vous apportaient une soupe quand vous étiez malade. C'était le genre de vie que j'avais toujours voulu. Le genre de stabilité que j'avais passé ma vie à construire. Mes journées commençaient avant le lever du soleil. L'odeur du café de la machine à expresso était mon réveil. Un rituel que Sophie et moi avions gardé depuis le début de notre mariage. Je m'asseyais à la table de la cuisine pendant qu'elle préparait le déjeuner de Léo. Le confort silencieux de notre routine un baume contre le froid matinal. Nous n'avions pas besoin de beaucoup parler. Après 20 ans passés ensemble, le silence était aussi confortable que la conversation. Elle me tendait mon mug de voyage. Ses doigts effleurant les miens. Un simple contact. Un petit sourire. C'était suffisant. Je suis conducteur de travaux. Je construis des choses. Des fondations. Des charpentes. Des structures qui sont censées durer. Il y a une honnêteté là-dedans. On suit le plan. On utilise les bons matériaux. Et on crée quelque chose de solide. De réel. J'étais fière de mon travail. En traversant la ville, je pouvais montrer une douzaine de bâtiments auxquels j'avais participé. J'ai construit ça.
disais-je à Léo quand il était petit. Et ses yeux s'écarquillaient d'admiration. Il pensait que je pouvais tout construire. Pendant longtemps, je l'ai cru aussi. Le meilleur moment de ma journée était de rentrer à la maison. Je garais la voiture dans l'allée et je voyais les lumières allumées. Une lueur jaune et chaude se découpant sur le crépuscule. Parfois, je restais assis dans ma voiture 1 minute, juste à regarder. Sophie pouvait être dans le jardin, s'occupant de ses roses. Léo pouvait être en train de tirer au panier dans l'allée. Le bruit rythmé du ballon de basket, une bande-son familière de nos soirées. C'était mon royaume. Mon havre de paix. Mon amour pour Léo était le fondement de ce royaume. C'était une chose physique. Une pression dans ma poitrine chaque fois que je le regardais. Je me souvenais du jour de sa naissance comme si c'était hier. L'odeur stérile de la clinique. L'énergie frénétique. Puis le calme soudain et écrasant lorsque l'infirmière le plaça dans mes bras. Il était si petit. Si parfait. Ses doigts minuscules s'enroulèrent autour d'un des miens. Et à cet instant, je sentis un changement dans mon propre univers. Ma vie ne tournait plus autour de moi. Elle tournait autour de lui. C'est moi qui faisais les 100 pas avec lui à 3 heures du matin quand il avait des coliques, fredonnant des berceuses fausses jusqu'à ce qu'il s'endorme enfin sur mon épaule. C'est moi qui lui ai appris à faire ses lacets, mes gros doigts maladroits se débattant avec les boucles. C'est moi qui me suis assis avec lui à la table de la cuisine pendant des heures, lui expliquant patiemment l'algèbre, une matière que j'avais à peine maîtrisée moi-même. Nous n'étions pas seulement père et fils. Nous étions des potes. Nous bricolions ensemble sur ma vieille voiture le week-end, ses mains plus petites pouvant atteindre des boulons que les miennes ne pouvaient pas. Nous allions pêcher à l'étang de Miribel, assis dans un silence confortable pendant des heures, attendant une prise qui venait rarement. On s'en fichait. Il ne s'agissait jamais de poissons. Il avait les yeux vifs et intelligents de Sophie. Mais j'ai toujours pensé qu'il avait ma mâchoire têtue. Il avait ma façon silencieuse d'observer les choses avant de parler. Quand il était frustré par un problème, il devenait silencieux et faisait les 100 pas. Tout comme moi. Je me voyais en lui chaque jour. Une version meilleure, plus intelligente, plus prometteuse de moi-même. Il était mon héritage. Et puis il y avait Daniel. Mon frère aîné. Daniel était la star de la famille Michel. Le beau gosse. Le charmeur. Celui qui avait fait une grande école de commerce et gagnait maintenant un salaire à 6 chiffres en tant que directeur commercial. Il avait une voiture de sport, un costume sur mesure pour chaque occasion, et une histoire qui pouvait faire rire n'importe qui. Quand Daniel entrait dans une pièce, l'énergie changeait. Il était magnétique. En grandissant, j'avais vécu dans son ombre. Il était le capitaine de l'équipe de rugby. J'étais au club d'échecs. C'est lui qui avait toujours une petite amie. C'est moi qui passais mes vendredis soirs à lire des romans de science-fiction. Mais je n'ai jamais été jaloux de lui. J'étais fier. C'était mon frère. Quand j'ai commencé à sortir avec Sophie à l'université, elle et Daniel se sont tout de suite bien entendus. C'était comme s'ils parlaient la même langue. Ils partageaient un amour pour l'humour sarcastique et les vieux films. Ils pouvaient débattre de politique pendant des heures et finir par rire. J'adorais ça. J'adorais que les 2 personnes les plus importantes de ma vie s'entendent si bien. Ils étaient les meilleurs amis du monde. C'est ce que tout le monde disait. C'est ce que je disais. Leur proximité était une constante, une caractéristique normale de notre paysage familial. Daniel était chez nous au moins 2 fois par semaine. Il ne manquait jamais un dîner de famille, une fête ou un anniversaire. Il était l'oncle Daniel, l'oncle cool, celui qui apportait toujours les cadeaux les plus géniaux pour Léo.
Il jouait au ballon avec lui dans le jardin, lui donnait des conseils sur les filles et lui glissait un billet de 20 € quand il pensait que Sophie et moi ne regardions pas. Lui et Sophie avaient leur rituel. Un café fixe le premier samedi de chaque mois. De longues conversations téléphoniques pleines de blagues privées et de rires que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Si jamais je ressentais une lueur de quelque chose, un petit malaise sans nom, je l'écrasais immédiatement. C'était Sophie, ma femme loyale et aimante. C'était Daniel, mon frère. Suspecter quoi que ce soit entre eux aurait été insensé. Ça aurait été une insulte à tout ce que nous avions construit. Alors je souriais à tout ça. Je riais de leurs blagues. J'écoutais leurs histoires. Je les regardais, année après année, partager un lien dont je faisais partie, mais sans jamais y être vraiment à l'intérieur. J'étais le pont solide et fiable qui les reliait. La fondation sur laquelle ils se tenaient tous les deux. Je n'ai jamais pensé une seule fois que la fondation elle-même pouvait n'être que du sable. Je me souviens d'un après-midi d'été. Il y a quelques années. Nous faisions un barbecue dans le jardin. L'air était épais de l'odeur des merguez grillées et de l'herbe fraîchement coupée. Daniel et Sophie étaient à la table du patio, leur tête rapprochée, regardant quelque chose sur son téléphone. Ils riaient. Une joie privée, partagée. Léo, qui avait environ 15 ans à l'époque, essayait de me montrer une nouvelle figure qu'il avait apprise sur son skateboard. Je le regardais, le cœur gonflé de fierté, mais mon regard revenait sans cesse à la table du patio. Daniel posa sa main sur le bras de Sophie. Un geste désinvolte, familier. Elle ne se retira pas. Elle s'y appuya. Juste une seconde. Ce n'était rien. Un moment fugace. Un tour de la chaleur estivale. Peut-être. Mais je m'en souviens. Le souvenir était une petite écharde, enfouie si profondément que j'avais oublié qu'elle était là. Mais les mensonges ont une façon de remonter à la surface. Et depuis quelques mois, cette écharde appuyait, provoquant une douleur que je ne pouvais plus ignorer. Ça a commencé par de petites choses. Un regard qui durait trop longtemps. Une conversation chuchotée qui s'arrêtait dès que j'entrais dans la pièce. Une attitude défensive dans la voix de Sophie quand je posais une simple question. Mon monde, autrefois si solide et si certain, avait commencé à ressembler à un décor de théâtre. Une façade magnifiquement construite, conçue pour m'empêcher de voir la pourriture en dessous. J'avais passé ma vie à construire des choses pour qu'elles durent. Je n'avais simplement jamais imaginé que ma propre famille était la seule chose conçue pour se briser. Et que la personne tenant le marteau, ce serait moi. Le changement fut subtil au début, comme le lent passage des saisons. Un léger frisson dans l'air d'une pièce autrefois chaleureuse. Cela a commencé environ 6 mois avant le 18e anniversaire de Léo. Cela a commencé par un appel téléphonique. Je suis rentrée du travail. Mes chaussures de sécurité lourdes de poussière de ciment. Et j'ai entendu la voix de Sophie depuis le salon. Elle était feutrée. Urgente. La façon dont on parle quand on ne veut pas être entendu. Je me suis arrêtée dans le couloir, la main sur le cadre de la porte. Je ne voulais pas écouter aux portes. C'était ma maison. C'était ma femme. Mais quelque chose dans son ton m'a fait me figer. Tu ne peux pas débarquer comme ça. Daniel? Chuchota TL. Il y eut une pause. Je pouvais entendre le faible murmure métallique de la voix de mon frère à l'autre bout du fil. Non. Je me fiche de la raison. Il faut qu'on soit plus prudent. Il n'est pas idiot. Mon sang se glaça. Il n'est pas idiot. Parlait-elle de moi? Ou de Léo? Elle a dû entendre le plancher craquer. Car sa voix changea instantanément.
devenant vive et désinvolte. Ah. C'est super. Oui. Je lui dirai. On s'appelle bientôt. Salut. Elle raccrocha et se tourna. Un sourire surpris mais parfaitement composé sur son visage. Michel. Tu es rentré tôt. Il y avait peu de circulation? Dis-je. Ma voix sonnant anormalement plate. C'était qui? Juste Daniel? Dit-elle en agitant une main dédaigneuse. Il pensait passer. Mais je lui ai dit qu'on avait des projets. Nous n'avons pas de projet? Dis-je. Une lueur d'agacement traversa son visage avant qu'elle ne la dissimule. Eh bien? J'allais faire les lasagnes que tu aimes. Je voulais juste une soirée tranquille. Tu sais? Elle s'approcha et m'embrassa sur la joue. Ses lèvres étaient froides. Ne sois pas bête. Tu as l'air fatigué. Va te changer. J'ai laissé tomber. Je me suis dit que j'étais ridicule. Elle voulait une soirée tranquille. Mon frère voulait passer. Qu'y avait-il de si suspect là-dedans? Mais la phrase a résonné dans mon esprit pendant des jours. Il faut qu'on soit plus prudent. Il n'est pas idiot. Prudent à propos de quoi? C'était la première écharde. Après ça, j'ai commencé à en remarquer d'autres. Leur café mensuel semblait devenir plus fréquent. Parfois, je rentrais à la maison et elle mentionnait, un peu trop nonchalamment, qu'elle et Daniel avaient déjeuné ensemble. On avait tellement de choses à se raconter, disait-elle. Que pouvaient bien avoir à se raconter deux personnes qui se voyaient chaque semaine? Puis il y a eu l'argent. Je gère nos finances. C'est comme ça qu'on a toujours fait. J'ai remarqué une série de petits retraits en espèces de notre compte joint. 50 € par-ci. 100 par-là. Ce n'était pas assez pour s'alarmer? Mais c'était régulier. Quand je l'ai interrogée à ce sujet, elle est devenue sur la défensive. C'est pour les courses? Michel. Pour des choses pour la maison. Dois-je fournir un reçu pour chaque euro que je dépense? Non. Bien sûr que non. Dis-je en reculant. Je ne reconnaissais juste pas l'emplacement du distributeur. C'était près de cette nouvelle boutique au centre-ville. Je me suis arrêtée après un rendez-vous chez le médecin. Dit-elle rapidement. Trop rapidement. L'explication était parfaite. Mais elle semblait répéter. J'ai commencé à regarder Léo différemment. Je cherchais sur son visage des traces du mien. Pendant des années, j'avais été fière des ressemblances que je voyais. Ma nature calme. Mon menton têtu. Mais maintenant, mon regard était empoisonné par le doute. J'ai commencé à voir des choses que je n'avais jamais vues auparavant. Ou peut-être des choses que j'avais refusé de voir. Un soir, Daniel était là pour le dîner. Lui et Léo riaient de quelque chose. Et Léo rejeta la tête en arrière, la bouche ouverte dans un large sourire sans retenue. Ma fourchette s'arrêta à mi-chemin de ma bouche. C'était le sourire de Daniel. Exactement la même forme. Le même plissement autour des yeux. J'avais vu mon frère sourire de cette façon 1 millier de fois. Je n'avais jamais réalisé que je le voyais sur le visage de mon fils tous les jours. Une fois que je l'ai vu, je ne pouvais plus ne pas le voir. Je voyais Daniel dans la façon dont Léo passait les mains dans ses cheveux quand il était frustré. Je voyais Daniel dans la façon confiante et aisée dont il se tenait. C'étaient des choses que j'avais autrefois admirées comme des signes de la personnalité unique de Léo. Maintenant, elles ressemblaient à des indices d'un crime dont j'ignorais même l'existence. Le doute devint un compagnon constant. Un faible bourdonnement d'anxiété sous la surface de ma vie. Je me sentais comme un étranger dans ma propre maison. Chaque conversation était un test. Chaque rire semblait forcé.
Le confort facile que Sophie et moi avions partagé pendant 2 décennies avait disparu, remplacé par un silence tendu et fragile. Je marchais sur des œufs, terrifiée par ce que je pourrais trouver si j'insistais trop. Mais encore plus terrifiée de ne pas savoir la vérité. Le point de rupture arriva un mardi d'octobre, 3 mois avant la fête d'anniversaire. J'avais une inspection de chantier qui fut annulée à la dernière minute. Alors je suis rentrée en milieu d'après-midi. La maison était silencieuse. Je supposais qu'il n'y avait personne. Je suis entrée dans la cuisine pour prendre un verre d'eau. Et c'est là que je les ai entendus. Ils étaient dans la véranda. Le seul endroit de la maison où l'acoustique est étrange. Où les voix portent. C'était la voix de Sophie. Tendue par une panique que je ne lui avais jamais entendue. Il n'arrête pas de le regarder. De regarder Léo. Je vois comment il l'observe maintenant. Il compare. La voix de Daniel était basse, essayant d'être apaisante. Sophie. Calme-toi. Tu es paranoïaque. Michel n'est pas. Ne me dis pas que je suis paranoïaque. Siffla-t-elle. Hier soir. Ma propre mère a dit que Léo commence à te ressembler de plus en plus. Elle l'a dit juste devant lui. Daniel. Juste devant Michel. J'ai cru qu'il allait être malade. Il y eut un long silence. Je restai figée. Ma main agrippant le bord du comptoir si fort que mes jointures devinrent blanches. Tout mon corps semblait engourdi. Puis Daniel parla. Et ces mots furent le coup de marteau final qui fit voler mon monde en éclats. Ça fait 18 ans. Sophie. On a été prudent. Il faut juste tenir le coup. Après son départ pour ses études, ce sera plus facile. Il faut juste qu'on traverse ça. Ça fait 18 ans. Le chiffre me percuta. 18 ans. Toute la vie de Léo. Je n'ai pas fait irruption. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien fait. J'ai fait demi-tour. Aussi silencieux qu'un fantôme. Et je suis ressortie de la maison. Je suis montée dans ma voiture et j'ai conduit. Sans destination en tête. Les rues propres et ordonnées d'Écully défilaient devant ma fenêtre. Les maisons parfaites avec leur pelouse parfaite ressemblaient à un décor de film. Un mensonge. Tout était un mensonge. Mon frère. Ma femme. Les 2 personnes en qui j'avais le plus confiance au monde. Ils ne m'avaient pas seulement trahi. Ils avaient construit toute ma vie pour moi. Ma belle et parfaite vie. Et tout cela n'était qu'une cage conçue pour garder leur secret. Léo n'était pas le fondement de ma vie. Il était le cadenas de ma cellule de prison. Ce soir-là, je suis allée sur Internet. Mes doigts me semblaient être des objets maladroits et étrangers alors que je tapais « test de paternité » dans la barre de recherche. Commander le kit fut un acte froid et clinique. J'ai utilisé une carte de crédit que Daniel ne verrait pas et j'ai fait envoyer le colis à mon bureau. Quand il est arrivé dans une boîte en carton ordinaire, j'ai eu l'impression de tenir une arme. Obtenir l'échantillon a été la chose la plus difficile que j'ai jamais eu à faire. C'était comme une violation. Une trahison envers le fils que j'aimais plus que la vie elle-même. J'ai attendu que Léo soit endormi. Je me suis glissée dans sa chambre. La même chambre où je lui avais lu des histoires et chassé les monstres de sous son lit. Le clair de lune tombait sur son visage. Il avait l'air si jeune. Si innocent. Il était le seul innocent dans tout ça. Mon cœur battait la chamade. Et si je me trompais? Et si tout cela n'était qu'une énorme illusion paranoïaque? Je pouvais encore m'arrêter. Je pouvais jeter le kit et choisir de vivre dans l'ignorance confortable que j'avais habitée pendant 18 ans. Mais je ne pouvais pas. J'avais entendu leurs mots. Ça fait 18 ans. Je devais savoir. Sa brosse à dents était dans le gobelet près de son lavabo. Ma main tremblait en la prenant.
J'ai soigneusement frotté l'intérieur de ma propre joue, la bouche sèche de honte et d'adrénaline. Puis, j'ai pris sa brosse à dents et j'ai doucement gratté les poils dans la deuxième enveloppe de prélèvement. C'était fait. Le lendemain matin, j'ai posté le colis depuis un bureau de poste d'un arrondissement voisin. Puis, l'attente a commencé. Ce furent 3 semaines de purgatoire. 3 semaines à vivre à l'intérieur du mensonge, à jouer le rôle du mari heureux et du père fier. Chaque repas était une torture. Chaque réunion de famille était un nouvel enfer. J'observais Sophie et Daniel, cherchant des signes. Maintenant, ils étaient partout. Les regards échangés. Les sourires complices. La façon dont ils se tenaient un peu trop près l'un de l'autre. Comment avais-je pu être si aveugle? Je me suis jetée à corps perdu dans l'organisation de la fête des 18 ans de Léo. Sophie pensa que mon enthousiasme soudain était un bon signe. Que je me débarrassais enfin de cette étrange humeur qui m'avait collé à la peau pendant des mois. Elle n'avait aucune idée. Je n'organisais pas une célébration. Je mettais en scène une exécution. Je construisais la tribune depuis laquelle j'allais exécuter ma propre famille. L'email est arrivé un vendredi après-midi. J'étais à mon bureau, fixant d'un air absent un jeu de plans. L'objet était simple, vos résultats sont prêts. J'ai cliqué sur le lien. J'ai entré le mot de passe. Et j'ai attendu que la page se charge. Pendant une fraction de seconde, j'ai prié pour me tromper. J'ai prié pour un miracle. J'ai prié pour que ce cauchemar se termine. Mais il n'y a pas de miracle pour les hommes comme moi. Les mots étaient crus et cliniques. Juste des données sur un écran. Mais ils me hurlaient au visage. Sujet, Michel Durand. Sujet, Léo Durand. Probabilité de paternité, 0%. 0. Pas 1%. Pas 0. 1%. 0. Je suis resté longtemps à fixer l'écran. Le bourdonnement du bureau. Les téléphones qui sonnaient. Les voix de mes collègues, tout s'est estompé en un grondement sourd. Le monde que j'avais construit. La vie que j'avais aimée. L'homme que je pensais être. Tout s'est effondré en poussière autour de moi. Il ne restait plus qu'un vide froid et creux et une seule pensée brûlante. Il n'allait pas s'en tirer comme ça. J'ai imprimé les résultats. Mes mains maintenant stables. La rage avait consumé le choc et le chagrin, laissant quelque chose de dur et de tranchant à la place. J'ai plié le papier avec soin et je suis allé dans une boutique de cadeaux en rentrant chez moi. J'ai acheté une petite boîte élégante et le plus joli papier cadeau que j'ai pu trouver. J'étais un constructeur. Après tout. Et j'étais sur le point de faire s'effondrer toute la maison. Les jours précédant la fête étaient surréalistes. Je me déplaçais dans ma vie comme un fantôme. Un acteur jouant un rôle que je connaissais depuis 20 ans mais dont les répliques semblaient soudainement étrangères dans ma bouche. J'allais au travail. Je discutais de plans et de délais de livraison. Je rentrais à la maison. Je demandais à Sophie comment s'était passée sa journée. Je parlais à Léo de ses dossiers pour Parcoursup. Je faisais toutes les choses normales qu'un mari et un père font. Mais j'étais vide à l'intérieur. Le vrai moi. Celui qui s'était fait arracher le cœur par une seule ligne de texte. Se tenait dans un coin de la pièce, observant la performance avec une curiosité froide et détachée. Mon chagrin s'était transformé en une rage silencieuse et bouillonnante. C'était une chaleur constante à l'arrière de mon cou. C'était la pression derrière mes yeux. Je regardais Sophie et Daniel avec une nouvelle clarté. Je voyais leur trahison dans chaque geste. Chaque mot. L'intimité facile que j'avais autrefois trouvée si attachante ressemblait maintenant à une démonstration vulgaire de leur longue tromperie. Un soir, Daniel est passé déposer quelque chose. Lui et Sophie se tenaient dans la cuisine, le dos tourné vers moi, parlant à voix basse.
J'étais dans la salle à manger, faisant semblant de lire le journal. Tu es sûr que ça va? Lui demanda Daniel. La voix empreinte d'inquiétude. Tu as l'air tendu. Je vais bien, dit-elle. Mais sa voix était cassante. C'est juste. Michel est si silencieux ces derniers temps. Et cette fête pour Léo. Il est obsédé par ça. Il veut que tout soit parfait. Ça ne lui ressemble pas. Peut-être qu'il est juste fier? Proposa Daniel. Léo est un gamin génial. On a fait du bon travail. Le mot se tordit dans mes entrailles. On a fait du bon travail. L'audace me coupa le souffle. Ils n'étaient pas seulement des menteurs. Ils étaient fiers de leurs mensonges. Ils regardaient Léo. Mon fils, le garçon que j'avais élevé. Le garçon dont j'avais pansé les genoux écorchés et apaisé les cauchemars, et ils y voyaient leur succès commun. Un projet qu'ils avaient géré ensemble. Je pliai le journal avec un craquement sec. Ils se tournèrent tous les deux. Surpris. Tout va bien. Michel? Demanda Daniel. Son sourire charmeur se mettant en place. Jamais mieux. Dis-je. Mon propre sourire ressemblant à une grimace. J'ai juste hâte de fêter mon fils. Ce n'est pas tous les jours que votre garçon a 18 ans. J'ai insisté sur les mots, mon fils. Les laissant flotter dans l'air. Une lueur de quelque chose, de la peur? De la culpabilité? Traversa le visage de Sophie avant de disparaître. Daniel me tapa simplement sur l'épaule. Tu as été un père formidable pour lui. Michel. Le meilleur. L'hypocrisie était si profonde. Si absolue. Qu'elle en était presque impressionnante. Il fallait être un monstre d'un genre spécial pour regarder un homme dans les yeux et le féliciter d'avoir élevé votre propre enfant secret. La dernière semaine avant la fête, je suis devenu un automate de préparation. J'ai commandé le gâteau. Un monstre au chocolat à 3 étages avec « Joyeux 18 ans ». Léo. Écrit en glaçage bleu vif. J'ai acheté les ballons. J'ai fait une playlist de toutes les chansons préférées de Léo au fil des ans. La bande originale d'une vie qui n'était pas la mienne. Chaque tâche était une pierre que je posais sur le chemin de la destruction. Chaque ballon que je gonflais me donnait l'impression de le remplir de poison. Sophie me regardait avec un mélange de confusion et de soulagement. Je pense qu'elle croyait que je sortais enfin de ma mauvaise passe. Elle pensait que ma concentration sur la fête était un signe de mon amour pour Léo. Une réaffirmation de notre famille. Elle n'avait aucune idée que c'était tout le contraire. C'était une démolition méticuleusement planifiée. Mon meilleur ami. Franck. Un collègue chef de chantier. Remarqua le changement en moi. Nous nous connaissions depuis 15 ans. Nous prenions une bière après le travail la plupart des vendredis. Un rituel qui m'avait sauvé la raison plus d'une fois. T'es tendu comme un arc? Michel. Dit-il en faisant glisser une bière sur la table vers moi à notre bistrot habituel. Il se passe quelque chose. C'est Sophie? Je pris une longue gorgée. La bière fraîche ne faisant rien pour refroidir le feu dans ma poitrine. Je voulais lui dire. Je voulais déballer toute cette histoire laide et sordide. Je voulais voir le choc et le dégoût sur son visage. Pour que quelqu'un d'autre valide ma rage. Mais je ne pouvais pas. Le secret était à moi de le garder. Et à moi de le faire exploser. Juste du stress. Marmonnai-je. Gros projet au boulot. Et la fête de Léo ce week-end. Tu viens toujours? N'est-ce pas? Je ne manquerai ça pour rien au monde? Dit-il. Mais il me regardait d'un air inquiet. Tu sais. Si jamais tu as besoin de parler. Je vais bien. Franck. Vraiment. J'ai menti à mon meilleur ami.
Tout comme ma femme et mon frère m'avaient menti. Le poison se propageait. La nuit avant la fête, je n'ai pas pu dormir. J'étais allongée dans le lit à côté de Sophie. Sa respiration régulière, un son qui m'avait apporté du réconfort pendant 20 ans. Maintenant, c'était le rythme de ma trahison. Je fixais le plafond, rejouant ma vie dans ma tête. Chaque souvenir était maintenant souillé, vu à travers le prisme de la vérité. Le jour où Léo a fait ses premiers pas, il avait trottiné des bras de Sophie directement dans les miens. Avait-elle regardé Daniel, qui se tenait juste derrière moi? Un sourire fier aux lèvres? La fois où Léo a eu le rôle principal dans la pièce de l'école. Je l'avais aidé à répéter son texte pendant des semaines. La fierté dans les yeux de Sophie était-elle pour moi? Ou pour l'homme assis à côté d'elle dans le public? L'homme qui partageait le charisme naturel de Léo? Chaque matin de Noël. Chaque anniversaire. Chaque vacances en famille. C'était toutes des scènes d'une pièce de théâtre. Et j'étais le seul à ne pas savoir que son rôle était une imposture. L'amour que je ressentais. La fierté. La joie, tout cela était réel pour moi. Mais qu'était-ce pour eux? Une blague? Une commodité? Un prix qu'ils étaient prêts à payer pour garder leur vie confortable intacte? Je me suis glissée hors du lit et je suis descendue. La maison était sombre et silencieuse. Les cadeaux pour Léo étaient empilés sur la table de la salle à manger. Un nouvel ordinateur portable de ma mère. Une pile de vêtements de Sophie. Un set de club de golf coûteux de Tonton Daniel. Mon cadeau était à part des autres. La petite boîte bleue. Elle avait l'air si innocente. Je suis entrée dans la chambre de Léo. Il dormait profondément. Un bras jeté au-dessus de sa tête. Il ressemblait tellement à ce qu'il était quand il était petit garçon. Je pouvais presque voir le garçon de 5 ans qui grimpait dans notre lit après un mauvais rêve. Son petit corps chaud et confiant contre le mien. Une vague d'amour, si puissante et si douloureuse qu'elle m'a presque mis à genoux. M'a submergée. C'était mon fils. Le sang ne faisait pas un père. Je le savais. 18 ans d'amour et de sacrifice faisaient un père. Se réveiller au milieu de la nuit. Lui tenir la main chez le médecin. L'encourager sur le bord du terrain jusqu'à en avoir la voix rauque, c'est ça qui faisait un père. J'étais son père de toutes les manières qui comptaient. Alors pourquoi faisais-je ça? Pendant un instant fugace, j'ai envisagé une autre voie. Je pouvais prendre la boîte. La brûler. Je pouvais tourner le dos à la vérité et continuer à vivre le mensonge. Je pouvais garder mon fils. Je pouvais préserver la paix. Je pouvais avaler le poison et le laisser me ronger de l'intérieur. Mais notre famille, notre belle et fragile famille, survivrait. Mais ensuite, j'ai pensé à eux. J'ai pensé au baiser froid de Sophie sur ma joue. J'ai pensé à la main de Daniel sur mon épaule. Sa voix m'appelant le meilleur des pères. J'ai pensé à leur chuchotement. À leurs secrets. À leur histoire commune qui m'excluait. Qui était construite sur mon ignorance. Ils avaient fait de moi un imbécile pendant 18 ans. Ils m'avaient volé la vérité la plus fondamentale de ma vie. Mon amour pour Léo était réel. Mais la rage que je ressentais était réelle aussi. Et elle exigeait d'être entendue. Il ne méritait pas mon silence. Il ne méritait pas de s'en tirer comme ça. Et Léo? Il méritait la vérité. N'est-ce pas? Même si la vérité allait le briser. Une vérité douloureuse n'était-elle pas meilleure qu'un mensonge confortable? Je ne savais pas. Je ne connaissais pas la réponse. Je savais seulement que je ne pouvais plus porter le secret seul. Je suis retournée dans la salle à manger et j'ai pris la petite boîte bleue. La décision était prise. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Demain,
Je donnerai à mon fils la vérité. Et soit elle nous libérerait tous. Soit elle nous réduirait tous en cendres. Je n'étais pas sûre de me soucier de l'issue. Le jour de la fête se leva. Clair et lumineux. Un parfait après-midi de fin d'hiver. Le genre de journée qui porte la fausse promesse du printemps. Notre maison, qui ressemblait habituellement à un sanctuaire, ressemblait aujourd'hui à une scène de théâtre. Chaque invité qui arrivait. Chaque joyeux anniversaire. Léo, qui résonnait dans les pièces, était un autre membre du public prenant place pour l'acte final. J'étais un hôte gracieux. Je souriais. Je serrais des mains. J'acceptais les compliments sur la beauté de la maison. Sophie rayonnait, se déplaçant à travers la fête comme une reine dans sa cour. Elle croisait parfois mon regard et me lançait un sourire chaleureux et reconnaissant. Un regard qui disait « Merci de faire ça. » Pour nous. Pour Léo. Chaque sourire était un nouveau tour de couteau. Daniel arriva. Élégamment en retard comme toujours. Portant un sac cadeau ridiculement grand. Il me salua d'une accolade d'un bras. « Michel. C'est super ici. Tu t'es surpassé. Il n'y a que le meilleur pour mon fils. » Répondis-je. La voix égale. Je le regardai droit dans les yeux. Pendant une fraction de seconde, je crus voir une ombre de malaise dans son regard confiant. Mais elle disparut aussi vite qu'elle était apparue. C'était un professionnel. Il jouait ce rôle depuis longtemps. Il trouva Sophie immédiatement. Bien sûr. Ils se tinrent près de la cuisine. Leurs têtes rapprochées. Ils avaient l'air si naturels. Si à l'aise. Un beau couple. Pour la première fois. Je me permis de le voir vraiment. Ils formaient un couple plus logique que Sophie et moi ne l'avions jamais été. Il était le soleil. Elle était une fleur qui s'épanouissait à sa lumière. J'étais juste le pot silencieux et robuste qui contenait la terre. J'observais Léo. Il était le plus heureux que je l'ai jamais vu. Il était entouré de tous ceux qu'il aimait. Ses amis. Ses grands-parents. Sa tante et son oncle. Ses parents. Il se déplaçait dans la foule avec une confiance aisée. Son rire remplissant la maison. Il était à l'aube de tout. L'âge adulte. Les études supérieures. Un avenir qui semblait sans limite. Et j'étais sur le point de prendre un marteau pour détruire tout ça. Une vague de nausée me submergea. Était-ce la justice? Ou était-ce simplement de la cruauté? Ma mère, Hélène, me prit à part. Son visage rayonnait. Oh! Michel! Regarde-moi ça! Dit-elle. La voix chargée d'émotion. Regarde la famille que tu as construite. Ton père serait si fier. Elle me serra le bras. Et Léo. Il est le meilleur de nous tous. Le meilleur de toi et le meilleur de Daniel? Tout en un. Elle le pensait comme le plus grand des compliments. Le meilleur des frères Michel. Pendant des années, j'avais entendu des variations de ce sentiment. Léo a ta détermination silencieuse. Michel. Mais il a le charme de Daniel. J'avais toujours souri et hoché la tête. Mais aujourd'hui, ces mots me frappèrent comme un coup. L'ironie était si épaisse, si suffocante, que je pouvais à peine respirer. Merci. Maman. Réussis-je à articuler. Le moment vint d'ouvrir les cadeaux. C'était le moment que j'avais planifié. Répété dans ma tête pendant des semaines. Les invités se rassemblèrent dans le salon, formant un cercle lâche autour de Léo, qui était assis par terre comme un roi sur son trône, entouré d'une montagne de paquets brillamment emballés. Il ouvrit cadeau après cadeau.
L'ordinateur portable de ma mère. Les clubs de golf de Daniel, qui fit un spectacle bruyant et ostentatoire pour en expliquer toutes les caractéristiques. La pile de vêtements de Sophie. À chaque fois. Léo était reconnaissant et sincèrement ravi. Puis, il me regarda. À ton tour. Papa. Où est le tien? Tu l'as caché. La pièce devint silencieuse. Tous les yeux se tournèrent vers moi. Sophie me sourit. Un regard doux et encourageant. Daniel s'appuyait contre la cheminée. Un oncle bienveillant observant la scène. Ma mère me regardait avec un amour pur et sans mélange. Je sentis un tremblement dans mes mains alors que je me dirigeais vers la table de la salle à manger et prenais la petite boîte bleue. La pièce était silencieuse, à l'exception du crépitement du feu. Chaque pas que je faisais semblait lourd, délibéré. C'était le moment. Le point de non-retour. Je retournai dans le salon et me tins devant Léo. Je baissai les yeux sur son visage, si ouvert et plein de confiance. Toute sa vie. Il m'avait regardé avec cette même confiance. Et j'étais sur le point de la trahir de la manière la plus publique qui soit. La partie de moi qui était encore un père, celle qui n'avait pas été consumée par la rage, me hurlait de m'arrêter. Ne fais pas ça. Ne le détruis pas. Mais ensuite, je levai les yeux et je les vis. Sophie. Ma femme. Son expression un mélange parfait d'affection conjugale. Daniel. Mon frère. Avec son sourire suffisant. Il regardait le spectacle. Leur spectacle. Et je savais que je ne pouvais pas m'arrêter. Joyeux anniversaire. Mon fils. Dis-je. Ma voix étonnamment stable. Je lui tendis la boîte. Il la prit. Un sourire curieux sur le visage. Elle est petite. C'est une montre? Quelque chose comme ça. Dis-je. C'est quelque chose qui t'aidera à comprendre le temps. Le passé? En particulier. Quelques personnes gloussèrent, pensant que c'était une blague. Léo commença à la déballer, ses doigts déchirant le papier bleu. Sophie bougea sur ses pieds. Un petit froncement de sourcils nerveux apparaissant sur son visage. Elle connaissait mes humeurs. Elle savait que quelque chose n'allait pas. Daniel, cependant, restait inconscient du danger, souriant toujours de son sourire de star de cinéma. Léo souleva le couvercle de la boîte. Il plongea la main à l'intérieur et en sortit le morceau de papier plié. Il le regarda. Confus. Ce n'était pas un chèque cadeau. Ce n'était pas un chèque. C'était un document officiel. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-il. Ses yeux parcourant la page. Résultat de test génétique? L'air dans la pièce devint épais et lourd. Les sourires sur les visages des gens commencèrent à s'estomper. Je pouvais sentir les yeux de Sophie sur moi. Grands ouverts d'une horreur naissante. Je ne la regardais pas. Je gardai mon regard fixé sur Léo. Il continua à lire. Le front plissé par la concentration. Et puis son visage changea. La couleur en disparut. Sa bouche s'entr'ouvrit légèrement. Il leva les yeux du papier. Ses yeux larges et incompréhensifs. Il me regarda. Puis ma mère. Puis Sophie. Et enfin. Ses yeux se fixèrent sur Daniel. Qu'est-ce que ça veut dire? Chuchota-t-il. Sa voix à peine audible. Probabilité de paternité. 0%. Il me regarda de nouveau. Son visage un masque de confusion et de peur absolue. Papa? C'est quoi ça? Je pris une profonde inspiration. Le silence dans la pièce était absolu.
Il était si silencieux que je pouvais entendre le bourdonnement du réfrigérateur depuis la cuisine. C'était ma scène. C'était mon moment. Ça veut dire que je ne suis pas ton père? Léo? Dis-je. Ma voix claire et froide? Tranchant le silence. Je t'ai aimé et élevé comme mon propre fils pendant 18 ans. Mais je ne suis pas ton père biologique. Un hoquet collectif traversa la pièce. Ma mère porta une main à sa bouche. Ses yeux s'emplissant de larmes. Franck me fixa. Le visage pâle de choc. Léo continuait de me fixer. Secouant la tête lentement. Comme s'il pouvait physiquement nier les mots. Non. Ce n'est pas vrai. C'est une blague. C'est une blague de mauvais goût. Ce n'est pas une blague? Dis-je. Ma voix se durcissant. Je tournai enfin mon regard vers Sophie. Son visage était blanc comme un linge. On aurait dit qu'elle allait s'effondrer. Puis je regardai Daniel. Le sourire charmeur avait disparu, remplacé par une expression de panique pure et sans mélange. Si je ne suis pas ton fils. La voix de Léo se brisa. Il baissa de nouveau les yeux sur le papier, puis les releva. Il suivit mon regard. D'abord vers sa mère, puis vers son oncle. Une horrible compréhension naissante commença à se répandre sur son jeune visage. C'était la chose la plus terrible que j'ai jamais vue. Le moment où le monde d'un enfant se brise. Alors qu'il est? Chuchota Théil. Je n'eus pas besoin de répondre. Je tins simplement le regard terrifié de mon frère. Et dans le silence écrasant de cette pièce, entouré des ruines de nos vies, tout le monde comprit enfin la vérité. Le silence qui suivit mes paroles était une chose vivante. Lourd et suffocant. Il nous oppressait tous. Personne ne bougeait. Personne ne respirait. C'était comme si j'avais appuyé sur le bouton pause de la réalité, figeant tout le monde dans un tableau d'horreur. Puis, le premier son. Un sanglot étranglé de ma mère. Hélène. Michel. Non. Murmura-t-elle. La voix tremblante. Que as-tu fait? Mais mon attention n'était pas sur elle. Elle était sur le triangle de la trahison au cœur de la pièce. Sophie me fixait. Son visage un chaos d'incrédulité et de terreur. Sa bouche s'ouvrait et se fermait. Mais aucun mot n'en sortait. Elle ressemblait à un poisson cherchant de l'air. Daniel? Mon frère? L'homme qui avait toujours une réplique facile et un sourire engageant, était pétrifié près de la cheminée. Son visage, habituellement si hâlé et confiant, avait une teinte maladive, grisâtre. Il avait l'air piégé. Un animal acculé réalisant que le chasseur se tenait derrière lui depuis le début. Et Léo? Il était toujours par terre. Le papier froissé serré dans sa main. Le choc initial sur son visage commençait à se muer en autre chose. Une douleur profonde, viscérale. Il regardait alternativement Sophie et Daniel, ses yeux implorant un démenti. Attendant que quelqu'un lui dise que tout cela n'était qu'une terrible erreur. Maman? Dit-il. Sa voix petite et brisée. Maman? Dis quelque chose. Sophie retrouva enfin sa voix. C'était un murmure rauque. Michel. Comment as-tu pu? Comment as-tu pu lui faire ça? À nous? À nous? Je laissai échapper un rire court et dur. Sans aucune gaieté. Il n'y a pas de nous. Sophie. Il n'y en a plus depuis longtemps? N'est-ce pas? Peut-être qu'il n'y en a jamais eu. Je fis un pas en avant. Ma voix baissant. Mais chargée du venin que j'avais retenu si longtemps. Dis-moi. Ça fait combien de temps? 20 ans? Plus?
Quand est-ce que toi et mon frère avez décidé de construire toute ma vie sur les fondations de vos mensonges? Chaque mot était un coup. Je la vis tressaillir. Les invités, nos amis et voisins, commencèrent à reculer, essayant de se rendre invisibles. Ils traînaient des pieds, regardaient la porte, désespérés d'échapper à la zone d'explosion de notre famille. Daniel bougea enfin. Il fit un pas en avant, les mains levées dans un geste apaisant. Michel. Écoute. On doit parler de ça. En privé. Ce n'est ni le moment ni l'endroit. Pas le moment? Répliquai-je. Ma voix montant. Vous avez eu 18 ans de temps? Daniel. 18 ans à jouer l'oncle cool pendant que j'élevais ton fils. Tu es venu dans ma maison? Tu as mangé à ma table? Tu m'as appelé ton frère? Tout en sachant que tu m'avais trahi de la manière la plus fondamentale dont un homme puisse être trahi. Je t'aime. Michel. Dit-il. La voix brisée. Tu es mon frère. N'ose même pas me dire ça. Grondai-je. La rage que j'avais soigneusement contrôlée débordait enfin. Un frère ne fait pas ça. Un frère n'empoisonne pas ta vie de l'intérieur. C'est à ce moment que Léo craqua. Il se releva d'un bond. Le visage strié de larmes. Il ne me regardait plus. Il regardait Daniel. C'est vrai? Hurla-t-il. Sa voix se brisant de fureur et de douleur adolescente. C'est toi mon père? Daniel ne put soutenir son regard. Il regarda Sophie. Un appel silencieux et désespéré. Mais Sophie s'effondrait. Ses mains couvrant son visage alors qu'elle commençait à sangloter de manière incontrôlable. Réponds-moi. Cria Léo en s'avançant vers Daniel. Le garçon que je connaissais. Le gamin calme et facile à vivre. Avait disparu. À sa place se tenait un étranger. Le visage tordu par une douleur si vive qu'il était difficile de le regarder. Daniel le regarda enfin. Ses propres yeux remplis de larmes. Il fit un minuscule hochement de tête. Presque imperceptible. Et le monde s'écroula. Léo laissa échapper un son qui n'était pas un mot. Mais une pure expression d'agonie. C'était le hurlement d'un animal blessé. Il se tourna et se fraya un chemin à travers la foule stupéfaite de ses amis. Qui se tenaient figés d'horreur. Il ouvrit brusquement la porte d'entrée et s'enfuit dans l'après-midi froid. Claquant la porte derrière lui avec une force qui fit trembler toute la maison. Le claquement de la porte rompit le charme. La pièce explosa en chaos. Léo! Cria Sophie. Sortant enfin de sa torpeur. Elle courut vers la porte. L'ouvrit et hurla son nom dans la rue vide. Ma mère. Hélène. Pleurait maintenant ouvertement. Soutenue par l'une de ses amies. Ma famille. Ne cessait-elle de murmurer. Ma belle famille. Franck. Mon meilleur ami. Vint à mes côtés. Il posa une main sur mon épaule. Michel. Putain. Il ne me jugeait pas. Il était juste sous le choc. Essayant de digérer la dévastation. Je sentis à peine son contact. Mes yeux étaient rivés sur Daniel. Le dernier de mes self-control avait disparu. Toutes les années à me sentir second. Toutes les insécurités silencieuses. Toute la douleur des derniers mois. Tout cela s'était condensé en un seul point de rage incandescente. Je marchai vers lui. Il recula. Trébuchant contre la brique de la cheminée. Lâche. Crachai-je. Tu n'as même pas pu le lui dire. Tu n'as même pas pu lui donner ça. Tu l'as laissé vivre un mensonge. Et ensuite tu m'as laissé être celui qui brûle son monde. Tu es l'excuse la plus pathétique d'un homme que j'ai jamais connu. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Balbutia-t-il.
La voix faible. Je l'aimais. Je l'ai toujours aimé. L'aveu. Si simple et si dévastateur. Flotta dans l'air. Il l'avait aimé. Et moi? J'étais juste. Sur le chemin. Et moi? J'étais juste devant lui maintenant. Mon visage à quelques centimètres du sien. M'as-tu jamais aimé? Moi? Ton frère? Il me regarda alors. Et dans ses yeux pleins de larmes, je vis la pathétique vérité. Il était faible. Il avait toujours été faible. Se cachant derrière son charme et son argent. Il prenait ce qu'il voulait et laissait les autres gérer les conséquences. Je ne l'ai pas frappé. C'était un choix conscient. Le frapper aurait été trop facile. Une libération qu'il ne méritait pas. À la place, je l'ai juste regardé avec tout le mépris que je ressentais. Sors, dis-je. Ma voix dangereusement calme. Sors de ma maison. Il n'eut pas besoin qu'on le lui dise 2 fois. Il escalada presque les meubles pour atteindre la porte, sans même jeter un regard en arrière à Sophie, qui était toujours sur le perron, criant le nom de Léo. Les invités fuyaient déjà, murmurant des excuses, leur visage un mélange de pitié et de peur. Ils ne voulaient pas être souillés par notre tragédie. En moins de 5 minutes, la maison qui avait été remplie de rires et de musique était presque vide. Seuls quelques-uns restaient. Franck, qui se tenait à mes côtés. Une présence silencieuse et solide. Ma mère, qui était maintenant assise sur le canapé, fixant le feu d'un air absent. Son visage vieilli de 10 ans en 10 minutes. Et Sophie. Elle rentra, fermant doucement la porte. Le combat l'avait quittée. Elle avait l'air complètement vaincue. Elle ne voulait pas me regarder. Il est parti? Dit-elle au sol. J'ai appelé son portable. Il ne répond pas. Laisse-lui de l'espace. Dis-je. Ma voix plate et sans émotion. Elle leva enfin les yeux vers moi. Ses yeux rouges et gonflés. Tu me détestes? Michel? J'ai réfléchi à la question. La haine était une émotion chaude. Passionnée. Ce que je ressentais pour elle maintenant était quelque chose de plus froid. De plus vide. C'était le sentiment que l'on a en regardant les décombres d'un bâtiment que l'on a passé sa vie à construire. Ce n'était pas de la haine. C'était juste. Rien. Je ne sais pas ce que je ressens. Sophie. Dis-je. Et c'était la pure vérité. Mais je sais que je regarde une étrangère. Ma maison est une scène de crime. Et mon fils, le garçon que j'aime plus que tout, est parti à cause de toi. Je me suis retournée et je suis passée devant elle, me dirigeant vers les escaliers. J'avais besoin de m'échapper. J'avais besoin de respirer un air qui n'était pas épais de la puanteur de la trahison. Où vas-tu? Demanda-t-elle. Une note de panique dans la voix. Je vais faire un sac, dis-je sans me retourner. Je ne peux pas rester ici ce soir. Je ne pourrai plus jamais y rester. La maison n'était plus un foyer. C'était un monument à un mensonge. Et alors que je montais les escaliers, le son des pleurs de ma femme et du chagrin silencieux de ma mère me suivait comme un linceul. J'avais eu ma vérité. J'avais eu ma vengeance. Et je ne m'étais jamais sentie aussi seule de toute ma vie. Le silence dans le couloir de l'étage contrastait violemment avec les décombres émotionnels d'en bas. C'était le cœur de notre vie de famille, les portes fermées de nos chambres. Les photos encadrées au mur. Une photo de Léo à sa première communion. Moi avec mon bras autour de son épaule. Tous deux dans des costumes mal ajustés. Un portrait de famille d'il y a 5 ans. Nous souriant tous sur une plage de Normandie. Des mensonges.
Chacun d'eux. Un mensonge magnifiquement encadré. Je passai devant la chambre de Léo. La porte était entr'ouverte. Son odeur se mélange d'adolescent, de lessive et de gel douche aux agrumes flottait dans l'air. Sur son bureau, une pile de brochures de Parcoursup était soigneusement rangée. Il était censé décider de son avenir. Au lieu de cela, son passé venait d'être réécrit et son présent anéanti. La culpabilité, qui avait été éclipsée par ma rage, revint en force. Une marée froide et écœurante. J'avais fait ça. Dans ma quête de justice, j'avais placé le plus lourd des fardeaux sur ses épaules. Je suis entré dans la chambre principale. La chambre que j'avais partagée avec Sophie pendant 2 décennies. Elle me semblait maintenant étrangère. Son parfum flottait dans l'air. Ses livres étaient empilés sur la table de chevet. Le lit, avec sa couette froissée, était une scène pour une intimité qui avait été une performance. J'ai ouvert mon placard et j'ai sorti un sac de sport. Mes mains bougeaient mécaniquement, sortant des chemises des cintres, attrapant des chaussettes et des sous-vêtements des tiroirs. Je ne pensais pas. J'agissais simplement. Un corps exécutant un ordre préprogrammé, s'échappait. Qu'est-ce que je faisais? Au juste. Où irais-je? Un motel? Chez Franck? Les questions semblaient lointaines, sans importance. La seule chose qui comptait était de mettre de la distance entre moi et cette maison, entre moi et la femme en bas. Mon téléphone vibra dans ma poche. Je l'ai sorti, espérant que ce soit Léo. C'était un texto de Franck. Ça va? T'es où? Je tapais une réponse rapide. Je fais un sac. Faut que je sorte d'ici. Je sais pas où aller. Sa réponse fut instantanée. Va sur le chantier. Le bâtiment Franklin. Je te laisse la caravane ouverte. Y a un lit de camp et un chauffage. C'est pas grand-chose. Mais c'est calme. Je t'apporte des trucs plus tard. Un soulagement m'envahit. Un endroit où aller. Une destination concrète. Le chantier. Mon monde. L'endroit où les choses étaient simples. Où les plans avaient un sens et où les structures étaient honnêtes. J'ai zippé le sac et je me suis tourné pour partir. Sophie se tenait dans l'embrasure de la porte. Elle avait cessé de pleurer. Son visage était pâle et marbré. Mais son expression était étrangement calme. Résignée. Tu pars vraiment? Dit-elle. Ce n'était pas une question. Je ne peux pas rester ici. Dis-je. Je te regarde. Et je le vois lui. Je vois 18 ans où tu m'as regardé en voyant un imbécile. Ce n'est pas vrai? Murmura-t-elle. Je t'aimais. Michel. Une partie de moi t'aimera toujours. Tu étais mon roc. Tu étais mon refuge. Un refuge pour cacher tes secrets? Dis-je. Les mots sortant plus froids que je ne le voulais. Je n'étais pas ton mari. Sophie. J'étais ton alibi. Son visage se contracta. Et pendant une seconde, je crus qu'elle allait se remettre à pleurer. Mais elle se contint. Ça ne devait pas se passer comme ça. C'était une nuit. Une erreur stupide? Terrible. J'étais jeune. J'avais peur. Daniel et moi. On avait une histoire avant même qu'on se rencontre. Ce soir-là, on avait tous bu après une fête. Tu t'es endormi sur le canapé. C'est juste. Arrivé. Sa confession était une excuse pathétique et fragile. Une histoire destinée à minimiser les dégâts. Une nuit. Comme si cette seule nuit n'avait pas jeté une ombre sur toute notre vie. Et puis tu as découvert que tu étais enceinte? Dis-je.
comblant les vides. Et tu as eu trop peur de me dire la vérité. Alors tu m'as laissé croire qu'il était de moi. Tu as laissé mon frère être mon témoin à notre mariage, sachant qu'il était le père de l'enfant dans ton ventre. Et tu as entretenu ce mensonge. Chaque jour. Pendant 6570 jours. Sophie. J'ai compté. La précision du nombre sembla la choquer plus que toute autre chose. Elle comprit enfin la profondeur de mon obsession. Le poison qui m'avait rongé. J'allais te le dire, dit-elle. La voix faible. Tant de fois. J'ai failli te le dire. Mais ensuite, je te voyais avec lui. Je voyais la façon dont tu le regardais. L'amour dans tes yeux. Tu étais un meilleur père que Daniel n'aurait jamais pu l'être. Il ne voulait pas de la responsabilité. Il était soulagé. Et toi? Tu étais si heureux. Je ne pouvais pas t'enlever ça. Je ne pouvais pas t'enlever à lui. Alors tu as fait le choix pour moi. Dis-je. Tu as décidé qu'un mensonge heureux valait mieux qu'une vérité douloureuse. Mais ce n'était pas à toi de faire ce choix. Je l'ai dépassé. Le sac de sport heurtant le cadre de la porte. Ça n'a jamais été à toi de faire ce choix. Je descendis les escaliers. Ma mère était toujours sur le canapé. Mais elle se leva à mon approche. Son visage était gravé d'une profonde tristesse que je n'avais jamais vue. Où est-il? Michel? Demanda-t-elle. La voix tremblante. Où est mon petit-fils? Je ne sais pas. Maman. Dis-je. Ma voix s'adoucissant pour la première fois. Je suis tellement désolée. Désolée? Dit-elle. Sa voix s'élevant avec une colère soudaine et féroce. Tu es désolée? C'est toi qui as fait ça. Tu as fait exploser ta famille par dépit. Oui. Ils ont eu tort. Ce qu'ils ont fait est un péché terrible. Terrible. Mais Léo est innocent. Et tu as choisi de le blesser. De l'humilier devant tout le monde? Juste pour les punir. Quel genre d'amour est-ce là? Ces mots me frappèrent plus durement que n'importe quelle accusation de Sophie ou de Daniel. Parce qu'ils étaient vrais. Ma douleur, ma juste colère, m'avait aveuglé. J'avais utilisé mon fils comme une arme. J'avais pris son cœur et je l'avais utilisé pour poignarder sa mère et l'homme qui était son père biologique. Dans ma croisade pour la vérité, j'avais oublié qui était la vraie victime. Je dois y aller? Marmonnai-je, incapable de soutenir son regard. Je suis sortie par la porte d'entrée. La même que Léo avait claqué 1 heure plus tôt. L'air froid me frappa le visage. Un choc bienvenu. La rue était de nouveau calme. Les rideaux des voisins étaient tirés. La fête était finie. Je suis montée dans ma voiture et j'ai démarré le moteur. En m'éloignant du trottoir, j'ai regardé la maison. Ma maison. Le grand chêne avec la balançoire. La terrasse où Sophie et moi prenions le café. L'allée où j'ai appris à Léo à tirer au panier. Tout semblait pareil. Mais c'était une coquille vide. Une pierre tombale pour une vie qui était maintenant morte. J'ai traversé les rues d'Écully. La ville qui avait été mon foyer pendant toute ma vie d'adulte. Tout semblait différent. Souillé. Je voyais des fantômes partout. Un moi plus jeune poussant une poussette. Un petit garçon sur un vélo avec des petits trous. Son visage un mélange de terreur et de joie. Une famille rentrant de chez le glacier par une nuit d'été. Ma rage avait disparu maintenant. Elle s'était consumée. Laissant derrière elle un vaste paysage vide de chagrin et de regret. Ma mère avait raison. Je les avais punis. Oui. J'avais exposé leurs mensonges aux yeux de tous. Mais à quel prix? J'avais tout perdu.
Ma femme. Mon frère. Ma maison. Le respect de ma mère. Et mon fils. J'avais détruit son monde. Son identité. Son sens de soi. Et pourquoi? Pour ma propre fierté? Pour une vérité qui ne servait que mon propre ego blessé? J'ai finalement atteint le chantier à la périphérie de la ville. Il faisait nuit et c'était désert. Je me suis garé près de la caravane que Franck avait mentionnée et j'ai coupé le moteur. Le silence était absolu. Je suis resté longtemps assis dans ma voiture, à regarder l'ossature squelettique du nouveau bâtiment Franklin se dresser contre le ciel nocturne. Une structure honnête et vraie, construite sur des fondations solides. Tout ce que ma vie n'était pas. J'ai posé ma tête sur le volant. Et pour la première fois depuis que j'avais reçu cet email, j'ai pleuré. Pas pour moi. Pas pour la trahison ou les mensonges. J'ai pleuré pour le garçon. Le garçon innocent qui était quelque part dehors. Seul dans le noir. Son monde entier brisé par le seul homme en qui il avait toujours eu confiance pour le protéger. La caravane de chantier était froide et sentait le café rassis et la sueur. C'était un espace stérile. Impersonnel. À des années-lumière de la chaleur de la maison que j'avais laissée derrière moi. Franck avait tenu parole. Un lit de camp poussiéreux était installé dans un coin avec un sac de couchage et un oreiller. Un vieux radiateur électrique bourdonnait faiblement, projetant une lueur orange pâle sur les murs métalliques. J'ai laissé tomber mon sac de sport par terre. Le bruit sourd a résonné dans le petit espace. C'était ma vie maintenant. Un lit de camp dans une boîte sur un lopin de terre. Je ne pouvais pas dormir. Je suis resté assis sur le bord du lit, à regarder les plans épinglés au mur. Des lignes, des angles, des mesures. Un monde logique où tout s'emboîtait comme il se doit. J'ai essayé de me concentrer dessus, de me perdre dans le confort familier du travail. Mais mon esprit était une tempête chaotique. Les mots de ma mère tournaient en boucle, tu as choisi de le blesser. Quel genre d'amour est-ce là? Elle avait raison. Ma quête de vengeance avait été égoïste. J'avais été tellement consumé par ma propre douleur, mon propre sentiment de trahison, que je n'avais pas vraiment considéré les retombées. J'avais imaginé un moment de victoire pure et juste. J'avais imaginé les regards de honte sur les visages de Sophie et Daniel. J'avais eu ça. Mais je n'avais jamais pleinement imaginé le regard sur celui de Léo. La dévastation totale. L'éclatement de sa réalité. Cette image était maintenant gravée dans mon cerveau. Mon téléphone vibra de nouveau. C'était Franck. Je t'ai apporté des trucs. Laissez devant la porte. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. N'importe quoi. Michel. Je n'avais pas l'énergie de répondre. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu le crissement des pneus sur le gravier alors qu'ils s'éloignaient. J'ai ouvert la porte de la caravane. Sur les marches se trouvait un sac en plastique avec une brosse à dents, une bouteille d'eau et un sandwich emballé dans du papier d'aluminium. L'amitié dans sa forme la plus pure. Simple, solide et ne demandant rien en retour. C'était une gentillesse que je sentais ne pas mériter. J'ai passé les 2 jours suivants dans cette caravane. Un exil auto-imposé. Les heures se confondaient. Je n'ai pas répondu à mon téléphone, qui sonnait constamment avec des appels de Sophie, de ma mère, de numéros que je ne reconnaissais pas. Chaque sonnerie ressemblait à une accusation. Je les ai tous laissés aller sur la messagerie vocale. Je ne pouvais pas leur faire face. Je ne pouvais faire face à personne. Je pensais à Léo constamment. Où était-il? Était-il en sécurité? Était-il avec des amis? Ou était-il seul? Essayant de donner un sens aux décombres que j'avais créés? J'ai fait défiler les photos sur mon téléphone.
Des centaines. Léo bébé. Potelé et souriant. Léo le jour de sa rentrée. Son cartable presque plus grand que lui. Léo souriant. Brandissant un trophée de pêche que nous avions gagné. Sur chaque photo. Il me regardait avec amour et confiance. Que ressentait-il pour moi maintenant? De la haine? Du mépris? Ou juste un vaste espace vide où se trouvait autrefois un père? Le 3e matin, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer. Mais quelque chose m'a poussé à répondre. Allô? Ma voix était un croassement rauque. Il y eut une pause. Puis, une voix que je reconnus à peine. C'est Léo. Mon cœur bondit dans ma gorge. Je me suis redressée, agrippant le téléphone. Léo. Oh mon Dieu. Est-ce que ça va? Où es-tu? Je vais bien, dit-il. Sa voix était plate, sans émotion. C'était la voix d'un étranger. Je suis chez un ami. Matt. Ses parents sont d'accord. Dieu merci. Soufflai-je. Une vague de soulagement si intense qu'elle me donna le vertige. Léo. Je suis tellement désolée. Pour la façon dont je l'ai fait. Pour tout. Vraiment? Demanda-t-il. Sa voix froide. Désolé de l'avoir fait. Ou juste désolé d'avoir obtenu la réaction que tu voulais? La question fut un coup de poing dans l'estomac. Non. Léo. Ce n'est pas. J'étais blessée. J'étais tellement en colère. Je ne réfléchissais pas. Tu avais l'air de réfléchir assez clairement. Pourtant, dit-il. Tu l'as planifié. La boîte. Le papier cadeau. La grande révélation devant tout le monde. Ça a demandé de la réflexion? Non. Je n'avais aucune défense. Il avait raison. C'était calculé. C'était cruel. Oui. Murmurai-je. La honte m'envahissant. C'était le cas. Et c'était la pire erreur de ma vie. Te blesser n'a jamais été ce que je voulais. Mais tu l'as fait. Dit-il simplement. Il y eut une autre longue pause. Je pouvais l'entendre respirer à l'autre bout. J'attendis. Désespéré qu'il en dise plus. Qu'il me crie dessus. Qu'il pleure n'importe quoi sauf ce silence froid et mort. J'ai besoin de te voir? Dit-il finalement. Mon cœur s'emplit d'un espoir désespéré. Oui. Bien sûr. N'importe quoi. Où? J'arrive tout de suite. Pas à la maison? Dit-il rapidement. Et pas. Où que tu sois. Ailleurs. Un endroit neutre. Il réfléchit un instant. Le parc. Près de l'étang. Le parc de la Tête d'Or. Dans 1 heure. J'y serai. Dis-je. Il raccrocha sans dire au revoir. Le trajet jusqu'au parc fut le plus long de ma vie. Mes mains transpiraient sur le volant. Que dirais-je? Comment pourrais-je réparer ça? Je savais que je ne le pouvais pas. Certaines choses, une fois brisées, ne peuvent pas être réparées. Tout ce que je pouvais faire, c'était me présenter et faire face aux conséquences de mes actes. Je l'ai vu de loin. Il était assis sur un banc. Le même où je l'avais aidé à donner du pain rassis au canard quand il était petit. Il portait un sweat à capuche. La capuche rabattue sur sa tête. Même si la journée n'était pas particulièrement froide. Il semblait plus petit. En quelque sorte. Voûté. Les épaules affaissées. J'ai garé la voiture et j'ai marché vers lui. Mes pieds semblant être de plomb.
Il n'a pas levé les yeux à mon approche. Je suis resté un moment devant le banc, ne sachant que faire. Finalement, je me suis assis à l'autre bout, laissant une distance prudente entre nous. Nous sommes restés assis en silence pendant un long moment, à regarder les canards glisser sur l'eau trouble. Le silence n'était pas confortable. Comme lors de nos anciennes sorties de pêche. C'était un vide tendu et douloureux, rempli de toutes les choses que nous ne pouvions pas dire. Il fut le premier à parler. Sa voix basse. Sans me regarder. Je lui ai parlé. Je savais de qui il s'agissait. Daniel? Il hocha la tête. Il est venu chez Matt. Maman lui a dit où j'étais. Il a essayé d'expliquer. Il a pleuré. Il a dit qu'il était désolé. Il a dit qu'il m'avait toujours aimé de loin. Qu'est-ce que tu as dit? Demandai-je. Ma voix à peine un murmure. Je lui ai dit de partir. Dit Léo. Je lui ai dit qu'il n'avait aucun droit. Il n'est pas mon père. Il est juste le type qui partage mon ADN. C'est tout. Une petite partie égoïste de moi ressentit une lueur de soulagement. Mais elle fut rapidement éteinte par l'expression sur le visage de Léo alors qu'il se tournait enfin vers moi. Ses yeux étaient cerclés de rouge et remplis d'une douleur lasse qu'aucun jeune de 18 ans ne devrait jamais connaître. « C'est toi mon père » dit-il. Et les mots furent comme un coup physique. Tu l'étais. Tu m'as appris à lancer une balle de baseball. Tu m'as aidé avec mes devoirs. Tu es resté debout avec moi toute la nuit quand j'ai eu cette horrible grippe en seconde. Il n'a rien fait de tout ça. C'est toi qui l'as fait. Les larmes me montèrent aux yeux. Je sais. Léo. Je suis toujours ce gars-là. Je t'aime toujours plus que tout. Vraiment? Répliqua-t-il. Un éclair de l'ancienne colère revenant. Parce que j'ai l'impression que tu les détestes plus que tu ne m'aimes. J'ai l'impression que tu m'as utilisé. Ma vie. Mon identité. C'était juste une bombe que tu pouvais utiliser pour les faire exploser. Et tu t'en fichais que je sois juste à côté. Je ne pouvais pas le nier. Je ne pouvais que baisser la tête de honte. Tu as raison, dis-je. Ma voix épaisse de larmes non versées. J'étais tellement aveuglé par ma propre douleur que je n'ai pas vu la tienne. Je te regardais, et je voyais leurs mensonges. Et j'ai oublié de voir mon fils. Je suis tellement désolée. Léo. Si je pouvais revenir sur ce moment, je le ferais. Je donnerais n'importe quoi pour revenir en arrière. Il détourna le regard. De nouveau vers les canards. Il resta silencieux un long moment. L'espoir qui avait jailli dans ma poitrine commença à s'éteindre, remplacé par une terreur froide. J'étais venu ici en espérant un miracle. Un pardon. Mais peut-être n'y avait-il pas de pardon pour un péché aussi grand. Je suis allé voir mamie. Dit Léo. Sa voix de nouveau calme. Il tira un fil lâche sur la manche de son sweat. Elle m'a dit. Elle m'a dit que j'ai ses yeux. Ceux de Daniel. Elle a toujours pensé que c'était juste une ressemblance familiale. Maintenant, elle ne peut plus s'empêcher de le voir. La simple déclaration portait tellement de poids. Les observations innocentes du passé avaient été transformées en armes. Chaque « tu ressembles tellement à ton oncle » était maintenant un rappel du mensonge. Le monde n'avait pas seulement changé pour moi. Il avait changé pour tout le monde. Elle a le cœur brisé? Dis-je. Ma propre voix épaisse de culpabilité. Pour tout ça. Elle est en colère contre toi. Me corrigea Léo. Son ton plat. Elle est en colère contre eux aussi. Mais elle est vraiment en colère contre toi. Pour la façon dont tu l'as fait. Il me regarda de nouveau.
Et son regard était perçant. Moi aussi. Je crois que je comprends pourquoi tu l'as fait. Je pense que... Si j'étais toi... Je voudrais tout faire exploser aussi. Mais tu es mon père. Tu étais censé me protéger. Et tu m'as jeté dans le feu avec eux. Il articulait la vérité exacte que ma mère m'avait lancée. Mais l'entendre de ses lèvres était infiniment plus douloureux. Il comprenait ma rage. Mais il ne pouvait pas pardonner mes méthodes. Ma trahison n'était pas le mensonge lui-même. Mais la manière publique et cruelle que j'avais choisie pour le révéler. J'avais failli à mon devoir le plus fondamental de parent, mettre le bien-être de mon enfant avant mes propres sentiments. Je ne me le pardonnerai jamais. Léo, dis-je. Et chaque mot était empreint d'une sincérité douloureuse. Jamais. J'ai été un lâche. J'étais si blessée. Je voulais que tout le monde souffre autant que moi. Et ce n'est pas une excuse. C'était mon travail de te protéger. Et j'ai échoué. J'ai trahi ta confiance. Il hocha lentement la tête, acceptant ma confession sans offrir aucun réconfort. Ouais. C'est vrai. Nous sommes restés là alors que le soleil de l'après-midi commençait à décliner, projetant de longues ombres sur le parc. L'air se rafraîchit. Quelques familles remballaient leurs affaires. Leur rire et leur bavardage un rappel douloureux d'une vie que je n'avais plus. Et maintenant ? Demandai-je. La question flottant dans l'air froid. C'était la question qui importait le plus. Que allons-nous devenir ? Léo resta silencieux un long moment, observant une feuille flotter à la surface de l'étang. Je pouvais voir la lutte intérieure sur son visage. Il n'était plus seulement un gamin. C'était un jeune homme qui avait été forcé d'affronter les aspects les plus laids de la vie adulte en l'espace de quelques jours. Il se débattait avec l'amour, la trahison, l'identité et le pardon. Tout à la fois. Je ne sais pas, dit-il finalement. Et son honnêteté était brutale. Maman veut que je rentre à la maison. Elle est en morceaux. Elle n'arrête pas d'appeler, de pleurer, de s'excuser, de dire qu'on peut redevenir une famille. Et Daniel ? Demandai-je. La voix tendue. Il envoie des textos. Tous les jours. Demandant si j'ai besoin de quelque chose. Disant qu'il veut être là pour moi. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Léo laissa échapper un petit rire amer. C'est comme si j'avais soudainement 3 parents. Et que je n'en voulais aucun. Les mots piquaient. Je savais que je les méritais. Dans ma tentative de réclamer mon rôle de vrai père, le père de son cœur, je l'avais par inadvertance éloigné de tout le monde. Je l'avais laissé orphelin, entouré par les personnes mêmes qu'il avait créées. Je vais finir l'année scolaire chez Matt, dit-il. Sa voix plus ferme maintenant, comme s'il solidifiait une décision en parlant. Ses parents sont d'accord. J'ai besoin d'espace. Loin de tout ça. De la maison. De maman. De tout le monde. D'accord, dis-je. Le cœur serré. C'était une décision raisonnable, mature. Mais cela ressemblait à une porte qui se fermait. Tout ce dont tu as besoin. Et après le bac ? Continua-t-il en prenant une profonde inspiration. Je ne vais pas aller à Paris. Ni à Lyon. C'était une surprise. Quoi ? Mais tu as travaillé si dur. Tes dossiers. Je vais prendre une année sabbatique, dit-il. Regardant l'eau. Pas moi. Je vais trouver un travail. Économiser de l'argent. Peut-être voyager un peu. J'ai besoin de faire le point. J'ai besoin de découvrir qui je suis maintenant. Parce que je ne suis plus Léo Durand.
Fils de Michel Durand. D'Écully. Je ne sais pas qui est cette personne. La finalité de son ton était dévastatrice. Il se détachait. De la ville. De la vie qui avait été planifiée pour lui. De l'identité qui était maintenant un mensonge. Il se laissait dériver. Et c'est moi qui avais coupé la corde. Il se leva, fourrant ses mains dans les poches de son sweat. C'était un signal que notre rencontre était terminée. Je me levai aussi. Une envie désespérée de tendre la main. De le serrer dans mes bras. De réparer ça. Montant dans ma poitrine. Mais je suis restée immobile. Le temps pour ça était révolu. J'avais perdu ce droit. Léo. Commençai-je. La voix brisée. S'il te plaît. Ne me ferme pas la porte pour toujours. Quoi que tu décides. Quoi que tu fasses. Je suis toujours ton père. Je serai toujours ton père. Et je t'aime. Il me regarda. Et pour la première fois, je vis autre chose que de la colère ou de la douleur dans ses yeux. C'était une tristesse profonde. Sans fond. C'était le regard d'un garçon pleurant une vie qu'il ne pourrait jamais récupérer. Je sais. Dit-il doucement. La partie de moi qui est encore ton fils le sait. Mais l'autre partie. La partie de moi qui est son fils. Est tellement en colère contre toi que j'ai parfois du mal à respirer. Je ne sais pas comment faire en sorte que ces deux parties de moi s'accordent. Il secoua la tête. Une expression de profonde lassitude sur le visage. J'ai besoin de temps. Papa. Il m'a appelé papa. Le mot était une bouée de sauvetage. Une minuscule lueur d'espoir dans l'obscurité. Mais il fut suivi par la dure réalité de ses prochains mots. Je ne sais pas si je pourrai un jour te pardonner ce que tu as fait à cette fête, dit-il. Et je ne sais pas ce que sera notre relation. Peut-être que dans 1 an. Peut-être dans 5 ans. On pourra boire une bière et parler de ça comme d'une histoire folle de notre passé. Ou peut-être. Peut-être qu'on ne pourra pas. Je ne sais tout simplement pas. Et c'était tout. La conclusion ouverte. Le point d'interrogation qui planerait sur le reste de ma vie. Il n'avait pas complètement claqué la porte. Mais il ne l'avait pas ouverte non plus. Il l'avait juste laissée légèrement entr'ouverte. Et m'avait dit d'attendre de l'autre côté. Indéfiniment. Il se tourna pour partir. Léo. Attends. Dis-je. Ma voix désespérée. Il s'arrêta mais ne se retourna pas. Prends soin de toi. Dis-je. Les mots semblant désespérément inadéquats. Il fit un léger hochement de tête. Et puis il s'éloigna. Je l'ai regardé partir. Sa silhouette encapuchonnée devenant de plus en plus petite jusqu'à ce qu'elle disparaisse au détour d'un sentier. Il ne s'est pas retourné. Je suis resté longtemps près du banc du parc. Le froid s'infiltrant dans mes os. La vérité m'avait libéré du mensonge. Mais elle m'avait emprisonné dans une nouvelle réalité. Celle d'une perte et d'une incertitude profonde. J'avais gagné la bataille. Mais j'avais perdu la guerre. J'avais ma vérité. Mais j'avais perdu mon fils. Ou peut-être pas. Peut-être. Comme il l'a dit. Avait-il juste besoin de temps? Je suis remonté dans ma voiture et je suis parti du parc. Sans véritable destination en tête. Le soleil s'était couché. Et le ciel était d'un violet meurtri. Je suis passé devant mon ancienne maison. Les lumières étaient allumées. Sophie était là-dedans. Ma mère était probablement avec elle. 2 femmes. Liées par un chagrin commun. Dans une maison qui n'était plus un foyer. J'ai pensé à Daniel. Mon frère. L'homme dont la faiblesse et l'égoïsme avaient tout déclenché. Il était probablement dans son appartement de luxe. Buvant un scotch cher.
se noyant dans un cocktail pathétique de culpabilité et de soulagement. Et j'étais là. Seule dans ma voiture, conduisant à travers les rues calmes de la vie que j'avais détruite. Je me suis garée sur le bord de la route, à côté d'un vaste champ vide sous la lune montante. Je suis sortie et je me suis appuyée contre le métal froid de la voiture. Le vent fouettant ma veste. J'ai levé les yeux vers le ciel infini et indifférent, rempli d'étoiles qui étaient là bien avant que ma minuscule et tragique histoire ne commence et qui serait là bien après sa fin. L'amour était-il suffisant ? 18 ans d'amour pouvaient-ils l'emporter sur un moment de vérité brutale ? Un lien forgé par des genoux écorchés ? Des histoires du soir et des leçons patientes dans l'allée pouvaient-ils survivre à une révélation de sang ? Je n'avais pas les réponses. Personne ne les avait. L'avenir était une page blanche. Et je ne savais pas si Léo y écrirait à nouveau mon nom. Tout ce que je pouvais faire, c'était attendre. Et espérer. Et vivre avec les conséquences retentissantes du jour où j'ai donné à mon fils la vérité dans une petite boîte bleue.